Bonsoir ou rebonsoir, nous sommes en direct et nous avons la chance de recevoir ce soir une chanteuse qui fait à la fois partie des gens les plus connus de ce pays, mais aussi les moins connus. Mylène Farmer est l'une de nos rares grandes stars, un mot qu'on utilise pourtant ici avec un peu de parcimonie, ça la fait sourire, mais qui s'applique pourtant parfaitement à elle. Mylène Farmer parle très peu, elle dégage du mystère, de l'irrationnel, ses compositions sont originales, très personnelles, ses fans campent toujours en bas de chez elle, ses albums sont toujours des grands succès. On a envie de savoir beaucoup de choses quand on reçoit Mylène Farmer, notamment savoir ce qu'elle aime vraiment. Et aujourd'hui, elle a choisi d'inviter quelqu'un, première illustration, une femme psychanalyste qui s'appelle Marie de Henzel, qui vient de publier un récit qui s'appelle La mort intime, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre, qui est préfacé par François Mitterrand. Mylène Farmer souhaitait la rencontrer, ce sera chose faite, et puis on parlera aussi de ce bouquin qui a bouleversé et qui bouleverse tous ceux qui ont la chance de tomber dessus. Et puis parce qu'il est bon aussi de rire parfois, nous recevons François Cluzet, qui est acteur, comme vous savez, et qui sera à l'affiche d'une comédie mercredi prochain avec Guillaume Depardieu. Cette comédie s'appelle Les Apprentis et c'est tout bonnement génial. François Cluzet est donc notre troisième invité. Mylène Farmer d'abord. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Ça va? Très bien. On est content de vous revoir. On se demandait même presque si vous ne nous aviez pas un peu oublié, parce que tout le temps vous avez été extrêmement discrète, quoi. Vous parlez assez peu, mais alors là c'est depuis 1 an, depuis 2 ans. J'ai eu 4 ans d'absence. 4 ans, ça fait. Mais j'ai fait quand même un long métrage. Ouais. Et le réalisateur est aussi le compositeur. Donc c'était un travail extrêmement long pour lui, le montage du film. Et puis j'ai eu besoin d'un peu de recul, je crois. D'accord, donc à l'étranger. Vous êtes parti à Los Angeles, un peu à New York également. On peut parler presque d'un exil dans un pays où on ne vous connaît pratiquement pas par rapport à la France. C'est fou les phénomènes qui est autour de Mylène Farmer. C'est la première fois qu'on reçoit un invité. 4 jours, 5 jours avant, c'est mais à quelle heure elle sera là, où elle sera là, on appelle au bureau. Ce sont des choses assez étonnantes. Qu'est-ce qui a motivé votre départ et qu'est-ce qui a motivé votre retour? Le besoin d'oxygène avant tout, l'envie de voyage, de découvrir des choses que je ne connaissais pas, l'envie de s'oublier soi-même. Rencontre de nouvelles personnes, autant de choses qui font... C'est une nourriture dont j'avais besoin. Et le retour, qu'est-ce qui vous donne envie de revenir en France après ensuite? Définitivement l'envie de faire mon métier, de revenir à mon métier. En tout cas, vos fans ne vous ont pas oublié. Je ne sais pas s'il y a toujours des fans qui vous dispensent cet amour XXL en bas de chez vous, partout dans tous vos déplacements. Ça doit être assez délicat à vivre, j'imagine, parce que vous devez vous demander ce que vous pouvez leur donner en retour quand on vous donne autant d'amour comme ça, non? C'est toujours un petit peu difficile, si ce n'est qu'ils sont relativement discrets eux-mêmes, même s'ils attendent en bas de chez moi. C'est une présence à la fois effacée et très démonstrative. Donc c'est quoi? C'est des sourires que vous leur dites de mots? Des choses très simples, c'est des échanges de paroles, mais ils ne demandent pas davantage. Alors sur votre proposition, nous avons donc invité Marie de Henzel, qui a écrit La mort intime, qui est un livre consacré à l'accompagnement aux mourants. Pourquoi est-ce que vous aviez envie qu'on parle de ce livre? Parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, je le trouve merveilleusement écrit, et surtout c'est le témoignage de choses qui me touchent profondément, que la mort est un sujet qui me passionne, qui m'a hanté de nombreuses années, et qui aujourd'hui j'oserais dire, ne m'obsède plus de la même façon. Et c'est aussi grâce à cette lecture. De quelle manière? Comment vous expliquez ce déclic? J'ai lu 2 livres. J'ai lu un autre livre que vous devez connaître, qui s'appelle Le livre tibétain de la vie et de la mort, et qui parle justement de cet apprentissage que de ne pas craindre et être obsédé, justement hanté par l'idée de la mort. Et l'idée peut-être d'une autre vie également, après la mort. C'est pas une fin en soi. Et c'est aussi le message que vous donnez dans ce livre. Et puis c'est je dirais pas un métier, mais un don de soi qui est merveilleux. Et voilà, j'avoue que ce livre m'a aidé et m'a conforté dans certaines choses. En fait, vous êtes psychanalyste, hein, il faut l'expliquer. Depuis une dizaine d'années, vous travaillez dans ces centres de soins palliatifs, où donc on apporte une présence, une chaleur humaine, quelqu'un avec qui parler à ceux qui sont en train de quitter la vie. C'est un livre qui est à la fois très positif, parce qu'on se dit finalement que les mourants sont... vous les appelez pas les mourants, vous n'avez pas ce terme, parce que jusqu'au dernier jour, on est encore vivant. Oui. Bon, ceux qui vont mourir, en tout cas, sont des gens qui sont souvent beaucoup plus en harmonie avec eux-mêmes, qui voient la mort arriver avec beaucoup plus de facilité s'ils l'acceptent que ceux qui sont autour d'eux. C'est assez étrange. Non, c'est pas étrange, parce que ils sont malades depuis longtemps, donc ils ont fait tout un chemin. On ne se rend pas compte du chemin que des gens font quand ils sont atteints d'une maladie grave.
et que d'étape en étape, finalement, et souvent dans la solitude. C'est ça qui est souvent dans la solitude parce que les autres autour ne veulent pas voir qu'ils font ce chemin. Donc effectivement, quand ils arrivent à quelques mois ou à quelques semaines de cette échéance, ils sont souvent beaucoup plus près que leur entourage. Et vous voyez, ce qui est important dans ces moments-là, c'est vrai qu'on ne peut plus porter de masque. On a besoin d'aller au bout de soi-même, d'être dans une authenticité très très grande. Et pour cela, je crois que les personnes ont besoin de pouvoir échanger avec les autres parce qu'ils sont vivants, justement, jusqu'au bout. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'à cause du tabou de la mort, à cause de cette peur dont vous parlez, les proches, les soignants aussi, la société en général, n'est pas capable simplement d'être là et de se mettre à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire. Alors, j'ai voulu simplement, à partir de mon expérience, dire ne passez pas à côté de cette expérience. Parce que c'est une expérience, je crois que c'est l'expérience humaine la plus profonde qui existe. Que de pouvoir être auprès de quelqu'un qui est en train ou qui va mourir. Mais à la limite, on se dirait même presque que le meilleur moment de sa vie, ce serait la veille de sa mort, si on est en harmonie avec soi-même. Il y a un film qui va sortir de Xavier Beauvois au début du mois de janvier qui s'appelle « N'oublie pas que tu vas mourir ». Vous pensez qu'il faut vivre avec cette idée-là pour vivre heureux ? Je crois que, pas pour vivre heureux, mais pour vivre peut-être plus consciemment. Pour redonner les vraies valeurs de la vie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire vivre heureux? On a des moments de bonheur et puis, enfin, le malheur fait aussi partie de la vie, justement. La souffrance fait partie de la vie. Donc, vivre plus consciemment, habiter davantage tous les moments de la vie, que ce soit les peines et les joies, mais être là, vraiment, dans sa vie. Vous avez été surprise par l'invitation de Mylène Farmer? J'ai été très touchée. Surprise, oui, très touchée, et j'avais très envie de savoir pourquoi vous m'aviez invitée. Elle nous l'a dit, Oui, plus ou moins. tout à fait. François, vous voulez faire un commentaire? Non, j'ai lu il n'y a pas longtemps que le fait de se savoir mortel était la première maturité. Hein, c'est-à-dire qu'on devient mûr quand on sait qu'on est mortel. Et puis je me demande toujours si la mort n'est pas bien plus longue que la vie. Et en ce sens, alors il faut profiter de ce qui est court. D'accord. Oui, c'est pour ça aussi qu'on dit que, par exemple, le sida, cette maladie transmissible, est particulièrement dangereuse pour les jeunes gens parce qu'on se sent immortel quand on a 17 ou 18 ans et qu'on ne fait pas gaffe. François Cluzet n'a pas été choisi par Mylène Farmer, mais je suis certain qu'elle est contente de... Vous connaissiez, vous? Bien sûr. Ouais, Nous nous sommes rencontrés sur le tournage du film que j'ai fait. Okay. Vous étiez au cinéma quand vous étiez à Los Angeles? Oui, bien sûr. sûr. Quels sont les derniers films que vous avez vus, que vous avez aimés? C'est embêtant comme question, ça, parce qu'il faut fouiller. C'est toujours quand on me pose cette question que ça revient pas. la réponse. Vous dites j'ai plus d'humour en moi que de joie. Quelqu'un a fait une démonstration, par exemple, en disant que dans les jeux télévisés aujourd'hui, avant c'était de l'humour qu'on essayait de dispenser, aujourd'hui c'est vraiment de la joie, on applaudit, on va gagner un truc, etc. Comment vous situez la différence entre l'humour et la joie et dans quelle situation vous pratiquez l'humour? Si vous le pratiquez, si vous êtes seulement sympathisante? Avec un vrai recul sur moi-même. Quant à la joie, c'est des moments très 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 furtifs. Et c'est peut-être tout et n'importe quoi. Vous vous marrez dans la vie? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Non, je sais pas, on a peu l'occasion de vous voir vous marrer, Mylène. Je voudrais qu'on se penche un peu sur... je ne sais pas quel regard vous portez sur ce qu'on dit sur vous, parce qu'on dit beaucoup de choses, on écrit beaucoup de choses sur vous. Des journaux se permettent de faire des dossiers énormes alors que vous ne leur avez même pas accordé une interview. Donc on s'est amusé à se plonger là-dedans. Gilles Bornstein, un des journalistes qui travaille avec nous, s'est penché sur l'image à travers la presse, à travers tout ce qu'on voit dans les journaux. C'est incroyable de voir à quel point vous occupez donc une place importante dans les journaux, sans même parfois... être au courant. Regardons ça. Toutes les semaines pratiquement, mais il faut dire qu'André Malraux avait quand même une sorte de vision quand il parlait de ça. Je crois qu'on est en plein dedans en parlant avec vous, notamment Marie de Henzel. D'abord sur la revue de presse, est-ce que pour vous c'est une revue de presse qui donne une idée de ce que vous êtes vraiment, ou est-ce que vous avez plutôt l'impression d'avoir, je sais pas, une espèce de revue de fantasmes de journalistes qui n'ont pas assez d'informations pour pouvoir nourrir leurs lecteurs? Là encore, je pense que je suis responsable. Mon silence est la cause j'allais dire autant de papiers ou de choses qui sont ou vraies ou fausses. Là encore, j'ai un recul suffisant pour ou ne pas être heurté ou prendre ça justement avec un certain recul. Je vous ai vu sourire, ça vous a amusé plutôt. Maintenant, il y a une presse que je n'aime vraiment pas du tout, c'est la presse, et je ne parle pas de moi d'ailleurs, mais qui attaque
physiques et choses extrêmement privées ou personnelles. Et ça, c'est assez inadmissible, oui. D'accord. Le reste, peu m'importe. À chacun de vos albums, surtout dans vos clips, vous avez joué des personnages. Cette fois-ci, autant la pochette de l'album d'ailleurs que le clip donne le sentiment d'avoir affaire à une Farmer qui se veut se montrer nue dans tous les sens du terme, elle-même. Est-ce que ça correspond à une réalité ou est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu? Tordu, je ne pense pas, mais c'était plus moi l'idée, la tête étant inexistante, de l'esprit qui s'échappe. Et c'est un peu le parcours que j'ai eu, en tout cas cette initiation que j'ai eue pendant 4 années, d'avoir l'esprit qui voyage. Il y a une lettre que vous aimez bien, qui revient souvent dans vos chansons, c'est la lettre X, rayon X, amour XXL. Bon, utilisé dans ces circonstances-là, on ne peut pas vraiment dire que ça parle de choses cochonnes ou que ça parle d'anonymat, mais est-ce que ça correspond à le X, c'est votre lettre préférée? J'aime le X. Quant à l'anonymat, c'est parfois agréable. Mais je prends cette phrase, j'aime le X, je la mets dans un article et je lui donne Voilà. tout autre sens si je veux. Quand on parle de vous, inévitablement, on parle de votre singe capucin E.T. Donc Léon n'est pas mort, contrairement à ce qu'on a entendu dans le reportage. E.T. est remercié sur la pochette de votre album. Alors, je voulais savoir quelle était sa collaboration. Qu'est-ce qu'il avait apporté? Sa présence. Ah oui. Sa présence Qu'est-ce qu'il vous apporte? Un animal apporte beaucoup de choses. C'est un compagnon, ce sont des jeux, ce sont autant de choses qui font que provoquent un sourire. Il vous a accompagné donc aux États-Unis, j'imagine? Non, il n'y a pas pu. c'est impossible. C'est impossible, On ne peut pas voyager avec avec un quarantaine. singe. Non. Tous vos clips aussi sont des vrais petits films. Vous avez également joué dans un long métrage. Vous avez dit à un moment, vous avez été jusqu'à dire, si je ne fais pas du cinéma, j'en mourrais. Est-ce que Là, cette c'est- phrase est encore d'actualité? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est vrai, quand on parle à un journaliste, vous le savez aussi bien que moi, après on vous prend une phrase comme ça et puis on la sort de son, non pas de son contexte. Celle-là, elle est suffisamment Mais, forte pour vivre toute seule, presque. Ce que moi j'ai voulu évoquer, c'est vrai que j'avais besoin absolument de faire un long métrage, de faire un film, de jouer. Donc en ce sens, j'avais l'impression que si je ne pouvais pas atteindre cette chose-là, c'était une mort en soi. Vous dire que demain je me serais suicidée, non, probablement pas. Mais une fois de plus, ça c'est toujours très réducteur. Joyeux Noël, Thérèse.